Une toute petite présentation avant que Jacqueline commence. D'abord, Jacqueline, on se connaît depuis un certain nombre d'années puisqu'on travaillait tous les deux à Yad Vashem. Une fois comme ça, on a parlé de ce qu'elle faisait avec sa sœur, qui était une recherche extrêmement importante par rapport à ce qui s'était passé dans la communauté de Rhodes, puisqu'elle est elle-même, par sa famille, issue de la communauté de Rhodes. Et finalement, ça a d'abord abouti au fait que je les ai un peu aidés en faisant la préface du mémorial des communautés de Rhodes. Il faut savoir que Jacqueline et sa sœur ont fait un mémorial, un peu comme le mémorial de la Shoah en France, qu'avait fait, mais à mon avis d'une manière encore plus, je ne sais pas comment dire, émotionnelle, sentimentale, parce que c'est famille par famille. Et ça montre à quel point il y a une destruction presque totale des Juifs qui étaient à Rhodes pendant la guerre. Et ensuite, elles avaient écrit, il y a 20 ans, 30 ans, un livre qui racontait l'odyssée à la fois de la communauté de Rhodes, mais aussi de toute une partie de cette communauté qui est partie dans les années 20, dans les années 30, c'est ce qu'elle va nous raconter. Même avant la Première Guerre mondiale. Vous rentrerez dans les détails, c'est vous qui connaissez, donc vers l'Afrique, le Katanga, et ça a été une histoire très très particulière. Donc Jacqueline va parler d'abord de l'historique de la communauté de Rhodes jusqu'à l'arrivée des nazis et très rapidement sur la Shoah, et ensuite elle nous présentera cette aventure africaine dont le seul, je peux quand même le dire, le seul côté qui est connu internationalement, c'est dans le livre de Hergé, Tintin au Congo. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Dans Tintin au Congo, si vous vous rappelez, il y a un moment, un accident entre la voiture de Tintin qui est sur les rails et puis une locomotive qui arrive en face. Ça s'est vraiment passé et c'était un des Juifs de Rhodes qui conduisait ça. Et comme Hergé l'a appris, donc il a repris l'idée, mais voilà. Donc le reste est beaucoup moins connu, donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Bon, bonsoir. Voilà, je suis très heureuse de vous rencontrer et de vous parler un peu de mon livre que j'ai fait avec ma sœur, ma jumelle, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. L'idée d'écrire ce livre remonte à l'époque où nous étions étudiantes à l'Université hébraïque de Jérusalem. Nous étions en contact avec le professeur Yoshua Talmon, qui était un éminent historien, chef du département d'histoire moderne. Nous étions ses élèves et il avait appris par nous l'histoire de notre famille qui avait émigré de Rhodes au Congo. Et il avait émis un intérêt très vif pour cette histoire et il avait dit qu'un jour on devrait la raconter. Et en fait, lui a été le premier initiateur de cette prise de conscience que nous appartenions à une communauté qui était riche en histoire et riche en culture. Mais ça a pris des années, ça a mûri lentement. La deuxième étape, ça a été dans les années 90, début vers 93, 94, lorsque Diane Perlstein, une Belge, qui réalisait un film pour la télévision belge, la RTP, et c'était sur les Juifs du Congo, les Juifs rhodiotes du Congo. Et alors elle nous a demandé si nous voulions participer, qu'on s'associe à elle pour la réalisation de ce film. Nous avons accepté, bien entendu, et au moment de la projection du film, après 2 ans de travail, les critiques étaient tellement bonnes, et d'ailleurs ce film a été primé au Festival de Cannes en 96. C'est un document,
tant que documentaire, la catégorie documentaire. Nous avons reçu énormément, à ce moment-là, nous avons écrit énormément d'articles dans les journaux locaux et nous avons reçu énormément de réactions positives. Et surtout, nous avons reçu la lettre d'un juriste, Jean Soyer, qui était, il était juriste au Congo, il avait très bien connu la communauté juive là-bas, et il était membre de l'Académie belge d'Outre-mer. Et il nous avait écrit en disant que l'histoire, l'Odyssée de ces Juifs de Rhodes, qui avaient participé et qui avaient créé la colonie belge, elle devait être racontée pour qu'elle ne sombre pas dans l'oubli. Alors là, ça a été le clic, le tilt, et nous avons commencé à rassembler tout ce que nous avions déjà comme archives, et on a commencé à travailler. Ça nous a pris quelques bonnes années. Et en 2001, nous l'avons, 2001, il y a eu la première édition, la deuxième édition. Le livre a été énormément vendu aux États-Unis, dans les universités. Et alors, bon, et puis on a tout vendu et on a oublié, c'était terminé. En 2014, quand il y a eu la commémoration à Rhodes des 70 ans de la déportation des Juifs de Rhodes, et il y avait une réunion internationale de tous les Juifs. Là, on nous a demandé qu'en était-il avec le livre. Il y avait plein de gens qui voulaient l'acheter. Alors, on a dit qu'on n'en avait plus. Et on a mijoté dans notre tête en disant qu'il fallait le republier, le rééditer, mais avec de nouvelles sources. Entre-temps, il y avait de nouvelles sources qui avaient été découvertes à Rhodes. Et on a pu les consulter avant que ce soit ouvert au grand public. Et voilà, alors je connaissais Alain, je savais qu'il était directeur des éditions Elkana, et voilà. Et on a publié le livre. Sauf que le livre est sorti 15 jours avant le début du Corona. Alors on a eu quand même l'occasion, avant qu'il y ait le Corona, de pouvoir être interviewé par I24. Ah oui. Voilà. On a été interviewés, voilà. Et alors, bon, entre-temps, j'ai eu durant toute cette année du Corona, beaucoup de gens des États-Unis, d'Italie m'ont contacté pour avoir le livre. Voilà. Alors, maintenant, en tant que livre, le livre est divisé en deux parties. Il y a la partie Rhodes et la partie Congo. Et dans la partie Rhodes, il y a trois périodes. Il y a la période la période des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui était là depuis 1309 jusqu'à 1522, lorsque les Ottomans ont chassé les chevaliers. C'était pas des chevaliers. Oui, c'était des chevaliers, mais c'était pas des Templiers. C'était pas des Templiers. Et ils ont fait de Rhodes, ils ont construit toute la vieille ville, c'est une merveille, hein, jusqu'à aujourd'hui. Puis après les Ottomans sont venus les Italiens. Les Italiens en 1912. En 1912, ils sont arrivés. Donc, mais je voulais parler, à l'époque des chevaliers, les Juifs vivaient à l'intérieur de la ville murée. C'était des petits commerçants et ils vivaient avec les chrétiens au départ en bonne entente, et puis vers la fin, il y avait des exactions antisémites. Puis quand les Ottomans sont arrivés, là ça a été l'apogée pour la communauté juive, parce que les Ottomans leur ont laissé, ils étaient très, très tolérants, et ils leur ont laissé la liberté de culte, la liberté d'organiser la communauté. Donc c'était une communauté essentiellement religieuse.
Et il y avait beaucoup de yeshivot. Et Rhodes est devenu un centre rabbinique très important à l'époque. Et puis, il y a eu la construction vers la fin du XVIe siècle de deux grandes synagogues qui, jusqu'à aujourd'hui, l'une d'elles fonctionne à Rhodes. C'est un vrai petit bijou. Et elle est protégée par l'UNESCO. Donc, parce qu'il y a une vingtaine d'années, je me souviens quand j'y allais là-bas, les gens de la communauté avaient peur de faire des... Parce qu'il fallait faire... elle commençait à s'effondrer, mais ils avaient peur de faire venir quelqu'un parce qu'ils disaient on va découvrir une ancienne église en dessous de cette synagogue qui a été construite et on va nous la détruire. Donc, à partir du moment où ils l'ont fait reconnaître par l'UNESCO, on ne peut plus la toucher. Et elle est considérée comme la plus ancienne synagogue de toute la Grèce. La grande, on l'appelait le Kaal Shalom. L'autre, qui était plus ancienne que le Kaal Shalom, c'est le Kaal Grande, la grande synagogue. Celle-là, elle a été détruite en 1944 par l'aviation britannique qui pilonnait le port. Et donc, comme cette synagogue se trouvait près du port, elle a été touchée. Donc aujourd'hui, il n'y a que des ruines. Et on peut la visiter, voir. Et la petite est une... Et on en a fait maintenant, il y a à l'intérieur un musée qui est magnifique. Et... Ah oui, il faut venir à Rhodes. Alors voilà. Bon, alors quand les Italiens sont arrivés... Bon, alors, quand à l'époque ottomane, donc c'était l'apogée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Le début du XIXe siècle, ça a été le siècle des cataclysmes à Rhodes. Il y a eu des incendies, tremblements de terre, des épidémies, il y avait beaucoup de gens qui sont morts, beaucoup de veuves, et les hommes valides partaient en Turquie pour travailler, trouver du travail là-bas. Et beaucoup ne revenaient pas parce qu'ils étaient morts, parce que le travail était dur, et le climat était peu dur, et ils en mouraient. Ensuite, c'est l'époque où il y a eu, en 1840, l'affaire de Damas, ainsi que l'affaire du crime rituel à Rhodes. On a accusé un pauvre juif d'avoir tué un enfant chrétien pour faire le pain intime avec son sang. Donc à ce moment-là, et ça a été avec l'affaire de Damas aussi, où on avait accusé un juif d'avoir tué un prêtre catholique. Ça a fait de tels remous en Europe que même Adolphe Crémieux et Laure Montefiore ont intervenu auprès du sultan pour libérer et pour libérer les juifs qui étaient emprisonnés et qui auraient été tués. Et en quelle année 1840. En 1840. Et il mon ami au travail. Alors, et alors vers la fin donc à cause de tous ces cataclysmes, déjà à la fin du 19e siècle, des jeunes ont décidé de quitter Rhodes pour s'assurer un meilleur avenir dans des cieux plus cléments. Et ils ont choisi, beaucoup sont partis, comme mon oncle, le grand frère de mon père, est parti en Argentine. Beaucoup sont partis aux États-Unis aussi. Il y avait à Montgomery, Seattle, Los Angeles et même à New York. Il y avait une grosse communauté juive là-bas, de Rhodes. Il y a eu, alors le Congo, l'Afrique, c'est fin du 19e siècle, deux frères. Les frères Benatar, Salomon Benatar et Moussa Benatar, qui eux décident de partir en Rhodésie du Nord. Ils s'installent à la frontière, à un poste frontalier avec le Congo, qui appartenait à ce moment-là, c'était une propriété privée du roi Léopold II. Ça n'appartenait pas encore à la Belgique. C'était du roi des Belges. C'était du roi des Belges, et il va le donner à la Belgique au moment en testament à la Belgique. Mais à ce moment-là, pardon. Le roi des Belgia, היה בעצם לבד ולא המדינה הבלגית
Chama est là, 24 ans. Voilà. Alors à ce moment-là, bon, ils arrivent là-bas, c'était des jeunes adolescents, ils avaient 16 ans, 17 ans, donc c'était des aventuriers qui n'avaient peur de rien, de s'installer en pleine brousse, c'était les seuls blancs, ils ont fait beaucoup d'argent. Et puis en 1910, ils entendent qu'il y a la colonie à côté, le Katanga, qui est très riche, une des plus riches contrées du Congo belge. Il y avait du cuivre, du cobalt, de l'uranium, et alors ils avaient besoin de main-d'œuvre. Alors ils se sont dit, bon, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont parlé avec le gouverneur, c'était Van Germay, le gouverneur Van Germay, qui leur a dit, il faut apporter des jeunes, on est en train de créer le chemin de fer, la voie de chemin de fer qui part de l'Atlantique, de Matadi, près de Kinshasa, jusqu'au Katanga. Donc il a dit, là-bas, le long de la voie ferrée, il faut qu'il y ait des commerçants pour les travailleurs qui sont là, pour leur fournir des marchandises. C'est ce qu'ils ont fait. Alors ils ont fait venir des jeunes, ils ont payé la caution, parce que la caution était très chère. Ce n'était pas une colonie de peuplement, c'était une colonie uniquement d'exploitation. Donc les Belges ne voulaient pas n'importe qui, ils voulaient des gens qui travaillent et qui rapportent de l'argent au gouvernement. Donc ces deux frères Benata ont décidé de faire venir des jeunes qui voulaient sortir d'Europe, qui voulaient partir d'Europe. Ils leur ont payé la caution. Donc il y a eu la première vague entre 1910 et 1914. La première vague qui est arrivée au Congo. Puis pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un arrêt. Et puis après, la deuxième vague a commencé à partir de 1918, 1919. Et mon père faisait partie de cette deuxième vague quand il est arrivé au Congo. Voilà. Et puis ils ont travaillé, c'était vraiment l'apogée. Mais le premier noyau juif, c'était le noyau des Sud-Africains, des Juifs sud-africains qui étaient d'origine de Lituanie. D'ailleurs, Abba Eben venait d'Afrique du Sud, sa famille venait de Lituanie. Il y avait eu une très forte immigration de Juifs lituaniens en Afrique du Sud, au moment où il y a eu, à la fin du 19e siècle, énormément de pogroms en Russie et dans tous les pays satellites russes. Donc le premier noyau au Congo, au Katanga, c'était les Sud-Africains. Et puis on parlait surtout l'anglais. Et même les Noirs parlaient, les indigènes parlaient l'anglais. Puis après, petit à petit, après 1918, la colonie Robiote s'est agrandie. Et vraiment, la colonie était à son apogée, les gens étaient devenus très riches, tout allait très bien, jusqu'en 1929. En 1929, il y a eu la crise économique, donc beaucoup ont perdu de l'argent. Et pour ne pas être à la charge du gouvernement belge, et que ce ne soit pas un prétexte pour le gouvernement belge de les renvoyer à Rhodes où la misère les attendait, donc ils sont partis dans la brousse. Dans la brousse. Dans la brousse. Et ils sont là, parfois ils étaient seuls. Ils étaient seuls blancs avec tous des noirs autour, et ils ont commencé à travailler là-bas et à se refaire une situation pour ne pas être à la charge. Mais la communauté juive a été très solidaire. Ils ont aidé énormément tous ces jeunes-là, justement pour qu'ils ne soient pas renvoyés à l'île de Rhodes. Donc il y a eu des problèmes, des difficultés jusqu'en 1933-1934, et puis la situation s'est rétablie petit à petit, et les Juifs étaient très bien. Jusqu'en 39, en 40. En 40, lorsque l'Italie se met du côté des Allemands, à ce moment-là, tous les Italiens, juifs et non-juifs, sont arrêtés. Mon père a été arrêté, mon grand-père a été arrêté, enfin toute la communauté a été arrêtée, ainsi que les non-juifs. Bon, les gens comme mon père qui était là depuis 20 ans et qu'on le connaissait, il n'est resté qu'une semaine en prison.
et puis on l'a relâché, mais il avait l'obligation de se présenter toutes les semaines devant le commissaire de police, pour dire qu'il était là. Tandis que les Italiens, on a un couple d'amis qui sont restés 5 ans en prison. Ils n'ont pas pu sortir, parce qu'on les considérait comme les ennemis de la Belgique. À ce moment-là, la communauté juive, à ce moment-là, il y a eu de l'antisémitisme. Avant, il n'y avait pas tellement d'antisémitisme. On sentait quand même un peu de mépris pour les juifs, et puis les juifs qui venaient de Rhodes vivaient en communauté fermée. C'est-à-dire qu'ils ne parlaient que le ladino entre eux, ils faisaient du commerce entre eux. Donc, ils avaient très peu de contact avec la population belge. Mais les enfants qui sont nés là, eux, ont commencé à fréquenter les écoles belges. Et alors, ils se sont assimilés à la société belge katangaise. Et au départ, jusqu'en 1945, l'enseignement au Congo était un enseignement uniquement religieux. C'est-à-dire, pour les filles, il y avait l'école, l'Institut Marie-Josée. Et pour les garçons, c'était le collège Saint-François de Sales. Chez les sœurs, il y avait un peu d'antisémitisme, mais pas trop, parce que le rabbin qui avait été nommé et qui venait de Rhodes il avait séduit toutes les nonnes. Il disait, il ressemble à notre parce que il ressemble à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai pas de photo de lui, mais c'est vrai. Alors, ils s'entendaient très bien, donc il n'y avait pas tellement d'antisémitisme. Mais chez les frères, mes frères racontent que c'était terrible. Bon, alors à partir de 1945, l'enseignement laïque est introduit au Congo. Alors, les garçons sont envoyés dans les Athénées, mais les filles continuent à aller à l'Institut Marie-Josée, là où les mamans avaient été, justement parce que l'éducation c'était une bonne éducation. On recevait une meilleure éducation. Alors pendant la guerre, il y avait le mouvement, il y avait l'organisation, le noyau qui a été constitué après par les Rhodiotes. C'était un noyau qui était très bien, très très bien organisé. Il y avait absolument, il y avait la MISO, il y avait le Karen Kayemet, il y avait la Hebra Kadisha, il y avait une synagogue magnifique, on verra d'ailleurs les photos après. Il y avait un grand rabbin. D'abord, il a été rabbin d'Élisabethville et puis il a été nommé grand rabbin de tout le Congo. Et de toute façon, c'était le rabbin, quand on avait besoin de lui à Kinshasa ou à Louabourg ou dans d'autres villes, il voyageait pour les mariages, les enterrements, pour d'autres événements. Il parle combien de personnes dans cette communauté? Eh bien, c'est une... Jusqu'en 1945, je crois qu'il y avait quand même 2000, 3000 personnes. 2000, 3000 personnes. Il y avait plus de Rhodiotes qui étaient en Afrique que de Rhodiotes à Rhodes. À un certain moment, oui. Quand ils ont été déportés, il n'y avait que 1800. Oui. Voilà. Et alors, ce qui a distingué cette communauté pendant la guerre, c'était le mouvement scout, les Abonymes, qui, elle a tout fait. Elle a enseigné l'hébreu, des rudiments d'agriculture. Vous parlez de qui maintenant? Des Abonymes, les scouts, pendant la guerre. Non seulement ils ont donné une éducation sioniste à tous ces jeunes, il y avait énormément de membres, presque tous les enfants faisaient partie de ce mouvement, mais aussi ils étaient encadrés par, il y avait un mouvement révisionniste qui ont participé après la guerre, vers 1946-1947,
avec l'Irgun pour libérer des prisonniers, 700 prisonniers. Yaakov Meridor, dans son livre Land is the Road to Freedom, il raconte comment les Juifs d'Europe, du Congo, ont eu des l'Irgun pour les faire sortir en cachette de cette prison. Ils étaient au Kenya, ils sont passés par le Congo, et du Congo, ils sont passés par la Belgique, et la Belgique, ils sont arrivés en Israël. Il raconte une histoire extraordinaire. Et il raconte l'histoire de quelle année? En 1947, quand 700 Juifs palestiniens ont été arrêtés par les Anglais et ont été déportés au Kenya, dans une prison. Je le dis dans le livre, le nom de la prison, merci. Et alors, des Juifs d'Europe les Juifs d'Europe, qui sont partis à... non. L'Irgun a fait appel à eux. Il y avait un groupe révisionniste au Congo qui a participé, qui a aidé l'Irgun de libérer ces gens-là et de les faire passer en cachette au Congo. Et du Congo, ils sont arrivés en Belgique, et tout ça, ce sont les mécènes. Il y avait de grosses firmes juives très riches qui ont pu fournir toute cette aide. Et ils sont arrivés en Israël. Et Yaakov Meridor raconte, il était aussi un des membres du Hetzel, et il raconte cette histoire, et il raconte que c'était extraordinaire. C'est le père de Dan Meridor. Voilà. Alors, voilà, ça c'est une... Puis, bon, ensuite, ça a été l'apogée jusqu'à l'indépendance en 1960. Puis, en 1960, les Juifs, la plupart sont restés au Congo. Mais il y a eu, la plupart vivaient au Katanga, et puis il y a eu la sécession du Katanga avec Moïse Tshombe. Et là, tous les Juifs, sans exception, Juifs et Noirs, et tous les Blancs, même les Belges, ont pris position pour Tshombe, et ils l'ont aidé pendant 3 ans. Ils étaient vraiment à côté de lui, et ils étaient pour la sécession. Et il avait... l'indépendance. העצמאות של קטנגה בתוך הקונגו העצמאי. כן, אז מה היה שם עם היהודים? לא, גם היהודים, גם הלא יהודים תמכו במויס צ'ומבה. מויס צ'ומבה. שהיה האיש שניסה לעשות מדינה עצמאית בקטנגה. כן, הוא קטנגה. והוא היה, הוא הכיר טוב מאוד, il a très bien connu les Juifs. Il était commerçant, mais il était fils et gendre de l'empereur des Lunda, c'est-à-dire la tribu, une grande tribu qui habitait dans le sud du Katanga. Et ils étaient commerçants et ils travaillaient avec les Juifs et avec les commerçants juifs. Et ces commerçants juifs ont toujours été très généreux avec lui à l'époque où il y avait la ségrégation, où les banques belges ne donnaient pas de crédit aux Noirs. Donc Tshombe, non seulement il a reçu de l'aide de ces commerçants juifs, mais aussi quand il arrivait dans les villes, il y avait à Kolwezi, c'est une petite ville à côté d'Elisabethville, il y avait un hôtel qui était tenu par un juif. Eh bien, c'était le seul hôtel qui lui permettait d'entrer et de pouvoir... et il l'hébergeait dans cet hôtel sans distinction. Donc, quand il est devenu président, ben, il est resté ami des Juifs. Et très souvent, il fréquentait les vieilles dames et doyennes. Il allait boire le café turc avec et leur parlait en judéo-espagnol, c'est qu'il parlait le judéo-espagnol. Alors voilà, Tshombe a été vraiment, quand il est mort, ça a été vraiment un désastre pour la population katangaise. Non seulement juive, mais pour les non-juifs. Il est mort quand? Il est mort en quelle année?
Non, il a été, la dernière fois que moi je l'ai vu avec ma sœur, mon père était, on était pro-Katanga jusqu'à maintenant, hein, on était des sécessionnistes. Zaïre, Katanga, c'est Dromite, c'est la région la plus riche. Il y a le cuivre, le cobalt, l'uranium, et je me rappelle qu'en 64, il faisait partie après la sécession, et il a fait la paix avec Mobutu, et il était venu à Bruxelles pour arranger les choses. Et je me rappelle, on nous avait dit qu'à telle date, telle heure, il repartait pour le Congo. Et mon père, qui était à Bruxelles, je me rappelle, en 64, nous a dit « Viens, on va aller à l'aéroport ». Quand on est arrivé pour le voir, quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait plein de noirs. Sans doute, mon père a dit là, ils sont des espions de Mobutu. Alors il a dit, on a nos deux frères, moi j'avais mes deux frères encore au Congo, et il a dit, vous pouvez monter, c'était à l'époque où on pouvait monter à l'étage, il y avait des terrasses aux aéroports, et les gens peuvent aller à pied, peuvent monter dans l'avion à pied. Alors il a dit, vous montez aux terrasses et dites-lui, faites-lui signe. Alors quand on l'a vu passer, on a crié « Vive Tchambé !» Et puis on est revenu, et puis il s'est retourné, il nous a fait signe, et puis on a dit « Vive le Katanga !» Mais, excuse-moi, אני יכולה לשאול בעברית? כן, כן. אז מובוטו הוא בא אחרי הצ'ומפו הזה? לא. במקביל. מובוטו היה אחרי קזבובו. קזבובו היה הנשיא הראשון של קונגו. אחרי קזבובו הוא מת, ובא מובוטו. ומובוטו היה נגד, בהתחלה הם היו חברים. והוא בא, pendant la sécession, il est venu visiter Tchambé. Alors après, ils ont fait la guerre. Alors après, quand il n'y a plus la sécession, quand l'ONU est entrée à l'intérieur, il y a eu la bagarre avec l'ONU, et Dag Hammarskjöld a été tué à ce moment-là, son avion est tombé, c'était à l'époque de la sécession. À ce moment-là, bon, on a fait la paix. Mobutu a fait la paix avec Tchambé et il l'a pris dans son gouvernement. Mais Tchambé, il était le président du Katanga. Du Katanga. Il s'est séparé de... Oui, pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Oui, oui. אם אני יכול רק להסביר משהו מבחינה היסטורית, הבעיה של קונגו הוא שהבלגים לא עשו שום דבר כדי להכין את העצמאות של התושבים. ואני חושב, אם אני זוכר טוב, היו רק 600 אנשים שחורים בכל הקונגו שהלכו לאוניברסיטה באיזשהו שלב. ולא היו... זה נכון, כי הם חשבו שהם יישארו ביותר זמן. הם לא הכינו כנגד צרפת ואנגליה, כי למרות זאת הכינו קצת את השטח, ומיום למחרת החליטו לעזוב, ואז פתאום... לפני זה הם עשו שם דיזסטר, הבלגים, מה שהם עשו שם, זה היה הכי גרוע באפריקה מכולם. כבר בזמן של ליאופולד, גם כאשר הם עזבו. Alors, bon, il est entré dans le gouvernement, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas entre les deux. Et puis, lorsqu'il était dans un avion pour l'Europe, l'avion a été détourné en Algérie et il a été arrêté et il est mort à Tchambé et il est mort dans les prisons algériennes. Voilà. Quel motif il a été arrêté? Capitaliste. Capitaliste. Non, parce qu'il était un danger, parce qu'il savait que encore la population au Katanga était pro-tchambiste, ne voulait pas de Mobutu. Ne voulait pas de Mobutu, restait fidèle à Tchambé. Et il y avait la paix, parce que tous étaient unis. C'était vraiment une société homogène, blanc comme noir. Et tous les blancs, que ce soit de n'importe quelle origine, de n'importe quelle religion, tout le monde était pro-tchambiste.
Et Chombo, c'était noir. Oui, bien sûr, Moïse Chombe. Et il était en plus philosémique et il parlait le ladino. Mais vous, là-dedans, vous en ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Moi, j'étais jeune encore, en 60, quand il y a eu l'indépendance. Nos parents nous ont envoyés, moi et ma sœur, on était les petites de la famille, on nous a envoyés en Belgique en pension. Enfin, les études, d'accord. Oui, oui. Et eux, ils sont restés. Et eux sont restés. Mon père était là pendant la sécession. Ils sont restés là les 3 ans. Même ma grand-mère qui était, quand elle entendait la sirène de la voiture de Chombe qui passait dans la rue, elle laissait tout, elle enlevait elle était à la cuisine, son tablier pour vite courir dans la rue et crier « Vive Chombe !» Ça c'est connu. Tout le monde était comme ça, tout le monde l'adorait. Vraiment, c'était une personne... Sécession en hébreu, ça veut dire quoi? Séparation. Séparation. לצאת מקונגו ולהיות מדינה נפרדת. Et qu'est-ce que vous parlez comme langue? Le français? Et vous avez un dialecte là-bas? Non, c'est-à-dire que nous, on parlait le français. Mes parents parlaient entre eux le ladino. Ma mère est arrivée à l'âge de 6 ans au Congo. Donc, elle a fait ses études à l'Institut Marie-Josée. Donc, elle parlait le français avec nous, on parlait le français avec mon père. Mon père nous parlait en ladino et je lui répondais en français. Ce n'est qu'après, quand on est devenu adulte, après l'université, qu'on a regretté, qu'on n'a pas... Et on a commencé à parler. Quand on est venu en Israël, alors on était en contact avec notre tante, qui ne parlait pas le français. Là, on a été obligé de commencer à parler le ladino. Et on a fait une maîtrise à l'université sur le judéo-espagnol. Vous et votre sœur, quand vous dites on a fait, c'est vous et votre sœur. Oui, ma jumelle, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et vous êtes venu en Israël il y a pas longtemps? Non, on est venu au moment où on a commencé nos études. On est venu pas en tant que Ola Khadasha, on était comme résidente, comme étudiante. Et on a fait notre... Après, au moment, en quelle année? En 73. On est revenu comme Ola Khadasha. Ça veut dire que vous étiez là-bas jusqu'à quel âge, excusez-moi? Au Congo, jusqu'en 60. Jusqu'en 60. Après, au moment de l'indépendance, de la sécession, on voulait tellement retourner, parce que toutes nos amies qui étaient en Belgique retournaient chez les parents. Les parents n'ont jamais voulu, ils avaient peur. Eux venaient en Belgique, mais nous, on n'est plus jamais retournés. Mais on parlait, alors, entre nous, c'était le français, puisqu'on allait avec ma maman, je parlais le français, entre les frères et sœurs, c'était le français, et puis avec les indigènes, c'était le swahili. C'est ça, vous parlez de dialecte. C'est pas un dialecte, c'est pas un dialecte, c'est une langue. Comment vous appelez ça, le swahili? Swahili. Mais le swahili, il est parlé dans tout l'Est africain, en Ouganda, au Kenya, et l'Est du Congo. Et même jusqu'au Katanga. Mais au Katanga, le swahili était différent de... Moi je suis née à Elisabethville, mais mes parents sont partis habiter après la guerre. Ils sont partis habiter en 48 ou en 50, je ne me souviens plus. Ils sont partis habiter à Albertville, qui était une ville dans le nord du Katanga, et c'était près le long du lac Tanganyika. Et là, le swahili était assez pur. Mais celui du Katanga, dans le sud, il y avait l'influence des Anglais. Donc il y avait beaucoup de mots anglais qui étaient entrés dans le swahili du sud Katanga. Et une fois qu'il a été arrêté, donc Chombe... Il a été arrêté et on l'a laissé mourir. D'accord, mais qu'est-ce qu'il est devenu du Katanga et de la communauté? Le Katanga avait déjà été repris par le Congo et la communauté juive a continué. La plupart des personnes qui habitaient le Katanga à ce moment-là, les juifs, sont partis vers la capitale, à Kinshasa. Et quand?
C'est dans les années 60, 65, 66. Beaucoup sont partis à Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a encore une petite communauté. La synagogue est très bien entretenue. Le cimetière juif est très bien entretenu. D'ailleurs, dans ce cimetière, j'ai ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui sont enterrés là-bas. Non, à Kinshasa. Beaucoup sont partis, ont quitté Elisabethville pour la capitale. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, par exemple, pour Rhodes, au moment où il y a eu la déportation des Juifs, il y a eu le consul, il y avait le consul turc, Ülkemen, qui est Salerdin Ülkemen, qui a aidé. Il y avait qui a aidé 44 personnes qui avaient la nationalité turque. Il les a sauvés des griffes des nazis. Et il y en a même, il a été même jusqu'à Athènes. Il y en avait déjà un qui était dans le train à Athènes. Et il l'a fait sortir parce qu'il était turc. Bon, alors, ils sont la communauté a été déportée au mois de juillet, le 23 juillet 1944. Les 44 qui sont restés là, le lendemain de la déportation, les quelques personnes qui étaient restées là, il y avait Elie Soriano qui était le président à ce moment-là de la communauté, a demandé au mufti de Rhodes de protéger les Sefer Torah qui restaient, parce qu'il y avait des gens entrés dans la synagogue et dans toutes les maisons juives et ils étaient en train de piller, que ce soit les Italiens, que ce soit les Grecs, que ce soit, c'était le pillage le plus complet. Alors le mufti a pris tous les Sefer Torah et il les a cachés dans un puits. Et en 1945, au moment de la libération, à ce moment-là, il les a rendus. Il y a eu il les a rendus à la communauté officiellement avec des représentants de la communauté juive de Jérusalem. Et un de ces Sefer Torah, qui était Ganouz, parce qu'il était déjà tout à fait pourri et abîmé à cause de l'eau, j'ai pu l'avoir après 2 ans de palabres avec les autorités grecques. J'ai pu le ramener en Israël et on en a fait don à l'université hébraïque de Jérusalem. Ils l'ont restauré? On l'a restauré. Une partie a été restaurée, une autre partie impossible. Donc il est dans un sarcophage et on ne peut presque pas l'ouvrir parce que si l'air rentre, ça l'abîme encore un peu plus. Mais il existe. Voilà, et Ülkemen a été reconnu comme juste parmi les nations en 1989. Et il est venu, il était encore en vie, et il est venu planter son arbre à Yad Vashem. C'est qui? Ülkemen, le consul turc. Mais lui, les Allemands, pour se venger de lui, ont tué sa femme. À l'époque, vous ne savez pas? Oui, oui. La femme a été tuée. À Rhodes, au moment de en 1944. Voilà. Alors, vos parents, je n'ai pas bien compris, vos parents, ils ont quitté les Katanga quand? Mon père a quitté le Katanga en 67, 68. Il est allé où? Il a quitté, il est venu en Belgique. Ah oui, et de Belgique, il est resté là-bas. Il est resté là-bas, puis il est mort là-bas. Ah oui. Voilà. Il n'y a que vous, les 2 sœurs, qui sont venues en Israël? Mais mon père, on a fait venir sa dépouille mortelle en Israël. Non, mais vivant. Mais vivant, il venait en Israël. Ah, il venait en Israël. Oui, d'accord. Mais pas, c'est pas installé. Non, mais il nous a acheté l'appartement. Il était malade, mais il voulait s'installer. Il n'a pas eu le temps. Et vous avez des frères et des sœurs, par ça, d'autres? Oui, j'ai un frère qui habite. Ils sont tous des sionistes. Tous ici? Oui, mais ma jumelle, pour l'instant, elle est en Belgique, avec mon autre sœur. Voilà.
pourrait parler des langues, alors l'italien aussi. Parce que... Ah oui, l'italien, ils ont été, quand les Italiens sont arrivés, les Juifs se sont très vite assimilés à la culture et à la langue italienne. Et en fait, les premiers fonctionnaires italiens étaient très philosémites. Et surtout le gouverneur, il y avait d'abord le premier gouverneur, c'était le général Amelio, qui a tout fait, non seulement pour les Juifs, il aimait beaucoup les Juifs, il était très philosémite, mais il a aidé toutes les populations qui vivaient à Rhodes, que ce soit les Grecs, les orthodoxes, ou que ce soit les Turcs. Et il a essayé qu'il n'y ait pas de problème entre les communautés. C'était quand? Quelle année? En 1912, quand il est arrivé, quand il y a eu les Italiens sont arrivés, ont envahi l'île de Rhodes. Alors à ce moment-là, les Juifs se sont très vite assimilés à la culture à cause de la langue qui était proche de l'espagnol, et ils ont très vite appris l'italien avec zèle et rapidité. Et puis ensuite, ce qui a fait et puis les écoles de l'Alliance israélite universelle ont été remplacées très vite par les écoles italiennes. Mais les Juifs ont continué à parler le français, à étudier le français. D'ailleurs, dans les écoles italiennes, on leur apprenait le français. Donc la plupart, tous les Juifs d'Europe que vous rencontrez maintenant, tous parlent le français. Et très bien l'italien. L'italien, c'est leur langue maternelle. Ensuite, et puis alors il y a eu la création du collège rabbinique. Ça a été en 28. Ça a été quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a eu un aura dans toute la Méditerranée orientale. Et c'était un collège rabbinique qui formait des rabbins pour l'étranger. Donc ils recevaient énormément de dons de partout. Donc ça a très bien marché jusqu'en 1936. En 1936, le gouverneur Lago part. Il était très philosémite. Donc il repart à Rome. Ensuite, le rabbin qui dirigeait ce collège rabbinique, Riccardo Pacifici, aussi est nommé grand rabbin de Gênes. Donc il n'y avait plus personne qui pouvait diriger convenablement ce collège. En plus, Lago avait été remplacé par un autre gouverneur qui était assez antisémite, mais qui n'a pas voulu la fermeture du collège parce qu'il pensait que le collège servait très bien les intérêts fascistes. Mais seulement, il y a eu des problèmes économiques qui ont fait qu'on ne pouvait plus continuer à subvenir aux besoins des professeurs et des élèves qui venaient. Un peu de tout le bassin méditerranéen. Alors à ce moment-là, le collège a été fermé en septembre 38, mais deux mois après, il y avait la promulgation des lois raciales. Donc à ce moment-là, je pense que le collège aurait été fermé. De toute façon, le collège aurait été fermé. Bon, c'est les Pacifici qui a dans le musée de la chair. Oui, le Riccardo Pacifici, c'était lui qui était le grand rabbin qui a été déporté, et c'était lui il était adoré. Il était extraordinaire. Toute personne qui parle de lui. De l'Italie de Gênes qui a été. Oui. Il était mort dans les camps. Ah oui. Oui, il est mort dans les camps. Il a quitté Rome, mais de toute façon, s'il était resté à Rhodes, il aurait été déporté aussi. C'était pas... Alors, c'est ce qu'il faut rappeler, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est que la déportation des Juifs de Rhodes est exceptionnelle. D'abord, c'est la dernière déportation de Grèce. Et ensuite, on est venu les prendre en bateau à Rhodes.
jusqu'au Pirée. Et du Pirée, non. Salonique, c'est en 43. Salonique est en 43. Là, on est en juillet. Et je vais vous dire pourquoi. 43 Salonique, parce que c'était mars 43, c'était encore le sud de la Grèce était encore italienne. Et Mussolini, encore en mars 43, n'avait pas été chassé du pouvoir. C'est à partir du moment où Mussolini, en juillet 43, est chassé du pouvoir, à ce moment-là, les Allemands vont envahir toute l'Italie, ainsi que toutes les colonies italiennes. Et la Grèce avait été divisée en deux. Il y avait le nord qui appartenait aux Allemands, et le sud Athènes et tout le sud de toutes les îles, c'était italien. À ce moment-là, c'est comme ce qui s'est passé dans la zone italienne en France, autour de Nice. Comment s'appelle Simone Veil s'était réfugiée à Nice, elle était prise comme dans les îles. Maintenant, ils habitaient Nice. Ils habitaient Nice déjà avant la guerre. Enfin, en tout cas, ils ont été pris quand les Allemands sont rentrés, ont remplacé les Italiens. C'est-à-dire, jusqu'à la chute de Mussolini, les Juifs italiens, même à Rhodes, ils étaient protégés. Ils étaient, oui, protégés, voilà. Ça, c'est vrai. Et ça, il faut le dire. Et en général, comme a dit Shaul Friedlander, on fait trop un amalgame entre fascisme et nazisme. Et c'est différent. Les fascistes, même en Italie, ils étaient protégés. Il y avait des juifs fascistes, le parti fasciste. Mais il y avait aussi des juifs qui étaient pro-nazis aussi. Hein. Non, mais oui, mais ils n'ont jamais été acceptés dans le parti. Ils n'ont jamais été, mais ils ont... En Italie, ils étaient... Oui, il y a eu des soutiens extérieurs. Mais de toute façon, ils les ont... Et de toute façon, comme dit Steinberg, Jonathan Steinberg, il y avait une charte de bonne conduite dans l'armée italienne. C'était surtout pas toucher aux Juifs et ne pas les déporter. D'ailleurs, à Grenoble, vous connaissez l'histoire, ils ont été protégés, les Juifs, quand les nazis ont voulu les prendre. Et puis en Yougoslavie, les Juifs ont suivi les Italiens quand ils ont quitté la Yougoslavie et sont arrivés à Trieste. Donc, ils ont été protégés par l'armée italienne, c'est extraordinaire. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez. Je crois avoir entendu qu'il y avait très peu de délations en Italie. Oui, après, à partir de l'invasion de septembre 1943, ça a beaucoup changé. Et notamment, il y a une collaboration de toute une partie de la police italienne qui a arrêté sans aucun problème. D'ailleurs, Primo Levi, c'est comme ça qu'il a été pris. Il était avec un groupe de résistants, mais il a été ensuite déporté en tant que juif. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes avec la République sociale de Mussolini. Parce que là, ils se sont donnés à Gorgeois, la République de Saint-Jean. Ouais. Alors, on va passer à la photographie. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec l'ordinateur. Ce que je voulais vous montrer, ça c'est à Rhodes, c'est la place des martyrs. Aujourd'hui, ils appelaient ça, à l'époque, quand il y avait les Juifs, c'était la Kayancha, comme ils disaient. La Kayancha, c'est-à-dire c'était la grande rue, c'était la plus large, parce que tout le reste était très étroit. Et là, c'était... Et alors, vous avez ici la fontaine, cette fontaine, et qui a été refaite par les Italiens. À l'époque des Turcs, elle était autrement. Et voilà, alors, ça, tout ça, ce sont des habitations, ce sont des constructions de l'époque des croisés, enfin, c'est-à-dire des chevaliers. Et la maison de mon père est ici, là. Elle n'a pas été conservée, elle n'a pas été... Non, là, ici, à l'intérieur, on ne peut pas détruire. On ne peut pas. Donc, voilà, ça c'est la photo, ça c'est le Katanga.
Ça, c'est un commerçant juif, c'était mon grand-père. J'ai eu cette photo-là de la Singer de New York. Parce que ça, ce sont toutes des machines à coudre de la Singer. Et alors, c'était les Noirs, les indigènes qui cousaient. Et alors, bon, en 28, les dirigeants de la Singer de New York sont arrivés au Katanga pour voir comment ça fonctionnait leur marché. Et ils ont fait cette photo. Et cette photo se trouve, et c'est mon oncle qui me l'a donnée en me disant que c'était, il l'avait reçu de la direction de la Singer de New York. Alors je trouvais, c'est vraiment ces caractéristiques, c'était comme ça que les commerçants au départ travaillaient. Donc c'est de 1928. Ça c'est une photo de ma famille, c'est la seule que j'ai mise, que nous avons voulu mettre de la famille. Ça c'est mon oncle qui a été déporté. Et et alors là, le reste de la famille, eh bien, c'est ma grand-mère. C'est une photo qui a été prise en 1924. Et les petits en bas? Les petits, ce sont les enfants du couple ici. Ah. Voilà. Mon père n'est déjà plus dans cette photo, il était déjà un peu en Afrique. Voilà. On passe à la suivante. Bon, alors ici, vous avez, ça c'est à l'époque ottomane. Ça c'est à la Kayancha, la fameuse Kayancha de l'époque ottomane. Et ici aussi, voilà, la fameuse, la Kayancha avec avec la fontaine. À la fontaine, voilà, ça c'était la fontaine à l'époque ottomane et qui a changé à l'époque des Italiens. Ça aussi, c'est une photo, voilà. Toujours là, voilà, vous voyez comme la Kayancha, aujourd'hui les Grecs ont fait, il y a un jardin ici, et c'est ici à ce même endroit qu'il y a le mémorial de la déportation des Juifs de Rhodes. Ça c'est maintenant le Kal Shalom, c'est la synagogue qui est toujours et qui est magnifique. Ça c'est la même photo, c'est la même synagogue mais dans les années 25. Et ça c'est aujourd'hui, il y a 2 ans qu'on a pris cette photo. Ça c'est le Khan Grande qui a été détruit et c'est ce qu'on voit, c'est une photo qui a été prise avant sa destruction. Alors voilà, ça c'est l'arrivée des Italiens en 1912. Puis alors ça c'était la cohabitation avec, entre juifs, c'était surtout juifs et turcs, pas avec les Grecs. Hein. Avec les Grecs, ça n'allait pas très bien. Alors ici, c'est les parents qui étaient fortunés à Rhodes, on voyait leurs enfants pas à l'Alliance, pas dans les écoles laïques de l'Alliance française ou italienne, ils allaient dans les écoles catholiques. Alors ici, il y a plein de... Il y a Menache, il y a Capuya, il y a Notrika. Vous voyez, il y avait des élèves juifs. Voilà. Alors ça c'est quand les Allemands sont arrivés à Rhodes. Okay. Alors ici, c'est au moment des lois raciales en 1938, lorsque le gouverneur est changé, c'est l'amiral Campioni qui vient en 1941, il soulage la population juive de certaines restrictions, comme par exemple il pouvait être assesseur dans les tribunaux et il pouvait avoir la radio aussi. Voilà. Alors ça c'est le fameux consul qui a été reconnu comme juif parmi les nations. Ça c'est la liste des juifs qu'il a trouvés qui étaient d'origine, qui avaient la nationalité turque. Ça, ce sont dans les maisons encore maintenant. C'est les maisons, des maisons de juifs. Lorsqu'ils construisaient une maison, ils indiquaient que la date hébraïque à l'entrée. 5681. C'est vraiment ces caractéristiques. Maintenant, il y a certains Grecs qui laissent,
parce qu'ils ont pris les maisons des Juifs, mais parfois ils effacent. Et c'est pareil pour les Alors ici, vous avez, ah voilà, ici c'est de nouveau la place là. Et alors ça, ce sont des traces, ça ce sont des photos qu'on a faites encore de mésousantes qu'on a trouvées. Mais il ne faut pas trop regarder, parce que nous, quand on marche, on regarde, et il y en a une fois qui s'est approchée, une vieille dame qui a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez ici? Alors on a dit, on cherche notre passé. Elle voulait nous frapper, presque nous frapper. Mais vous voyez, mais je parie que maintenant, si je retourne, et ils vont tout combler. Mais il y a encore des photos, heureusement. Alors ça c'est sur le Katanga, ça c'est le premier document de la première congrégation juive, le premier noyau juif au Katanga. Donc c'était fait par, elle a été constituée par des Sud-Africains, des Juifs sud-africains. Ça c'est le nom de certains commerçants sud-africains qui habitaient le Katanga. Et ça c'est la synagogue, la première synagogue sud-africaine, ashkénaze, jusque dans les années 29, c'était le rite ashkénaze. Voilà, alors ça, ce sont pas le Congo belge et ses coloniaux, ça c'est la liste de tous les coloniaux. Moi j'ai pris la liste des Bénatars, puisque mon père figure là-bas. Alors ça, ce sont les deux Bénatars, Salomon et Moussa, qui sont partis. Ce sont eux qui ont constitué le premier noyau séparate au Katanga et qui ont fait venir les jeunes. Ils ont été très généreux en payant leur caution. Alors ça, vous avez vu la photo, ça j'ai expliqué. Ça c'était l'école des sœurs. Ma mère est ici, c'était ici, c'est l'Institut Marie-Josée. Et alors ici, c'est Saint-François de Sales. Et je crois que, voilà, mon grand frère est ici. Et ça, c'est la synagogue qui a été construite, qui était une petite merveille. Et c'est en bois ou... Quoi? C'est de la pierre. Ah, c'est de la pierre, hein, oui. Comme c'est pas noir et blanc. Non, c'est de la pierre. Alors voilà, ça c'est les scouts qui ont connu leur gloire, leur apogée pendant la guerre. Et les scouts juifs? Oui, les abonymes. Les abonymes. Bélo Israël, Gabi Benatar. On les voit tous. Ensuite, ici, alors, au moment où les Italiens ont déclaré la guerre, se sont mis du côté des Allemands, à ce moment-là, l'avis à la population, c'est-à-dire qu'on a arrêté tous les Italiens. Donc, c'est à cet avis-là, ils ont été arrêtés. Ensuite, ceux qui étaient belges, ceux qui étaient devenus, les parents étaient devenus belges dans les années 30, ceux-là ont été enrôlés dans l'armée belge et ils ont été envoyés dans différents fronts en Afrique. Il y a eu la guerre en Abyssinie, il y a eu des combats là-bas. Il y a eu en Égypte, ils sont partis en Égypte, enfin ils ont été un peu partout en Afrique. Et puis ici, ça ce sont des volontaires. En 1944, il y a eu une mutinerie de la force publique, congolaise. C'était des soldats noirs qui étaient enrôlés dans l'armée belge. Et eux se sont révoltés en 1944. Et cette révolte s'est propagée dans le sud du Katanga, dans le nord, enfin un peu partout. Et vraiment, cette mutinerie est en train de mettre en danger la sûreté de l'État. Donc il a fallu enrôler des volontaires. Bon, les juifs qui étaient italiens ne pouvaient pas être enrôlés dans l'armée belge, mais se sont enrôlés comme volontaires pour combattre les mutins. Donc il y a quelques photos
de ces juifs. Alors voilà. Alors bon, ça c'est Chaim Menach. Vous avez Chaim Menach, vous avez Franco, vous avez Méridor, vous avez Begin. Ils ont été, ces deux-là, les Franco et Chaim Menach, faisaient partie du mouvement révisionniste à Elisabethville. Et Menach avait fait l'école, le collège rabbinique, donc il parlait l'hébreu couramment. Et d'ailleurs, Méridor dit, il se souvenait de lui, il disait c'était un jeune homme avec qui je pouvais parler l'hébreu, et je me sentais déjà à la maison. Parce que je parlais avec lui. Ça c'est après la création d'Israël. Non, avant ici la photo c'est après la création de l'État d'Israël. Non, les événements c'est avant. Oui. Quand ils ont été venus en visite. Oui, ils sont venus en visite parce que voilà le Béni, le fameux Béni, il faisait sa bar mitzvah, ou bien je sais pas, enfin c'est un des garçons, mais il est trop jeune pour faire la bar mitzvah, non? Peut-être pas, il y a des enfants qui grandissent. Bon d'accord, en tout cas ils ont été invités pour... c'est Chaim Menach qui m'a donné la photo. Ils avaient été invités. Et on voit Begin, il a plus la tête de 40 ans. Oui. Et alors, non. Et John B. voilà, ici, à un moment où il y avait une fête, c'était l'indépendance d'Israël, il fêtait, et alors il dansait la hora avec la population. Il avait un nom prédestiné alors. Moïse, oui. Mais il était méthodiste, il était protestant. Ils étaient quand même proches. Voilà. Là, c'est la dernière. C'est la dernière, voilà. Vraiment, merci beaucoup.